Je laisse la parole à Madame Le Dresset, Sénélios. Alors donc, je représente Sénélios, qui est une coopérative citoyenne que nous avons créée en août 2017 suite à des rencontres que nous avions eues à l'atelier énergie de Climaction, parce qu'il nous a paru important à quelques personnes qui étaient à Climaction et à d'autres qui nous ont rejoints d'essayer de faire quelque chose de concret. Bon. Et alors, on n'a rien inventé. On s'est rapproché de On s'y met à Lorient parce qu'on savait qu'eux avaient monté un projet citoyen euh, de panneaux photovoltaïques installés sur les toits de la mairie de Lorient. Et donc, on s'est dit qu'il fallait qu'on trouve un endroit où on pouvait faire quelque chose de concret. Et on s'est adressé parce qu'on savait qu'on avait de forts risques ou de fortes chances de trouver une oreille favorable. On s'est rapproché du maire de la mairie de Séné pour lui demander s'il serait d'accord pour que, en tant que groupe de citoyens, on crée une société qui louerait des toits municipaux. Il a donné son accord, donc on s'est lancé dans l'aventure. Nous étions 13 membres fondateurs, donc un tout petit groupe qui ne nous connaissions pas tous. Quelques-uns se connaissaient et on a appris à connaître d'autres. Et on s'est lancé donc dans un projet de centrale photovoltaïque. Et comme on ne savait rien, on s'est tout de suite lancé sur un projet de 100 kW crête, qui est quand même un assez gros projet. On l'a surtout compris ensuite, parce que vous voyez qu'il y a des installations de 36, 40 kW qui se font. Et nous, on est parti sur 100. On ne savait pas du tout quelles difficultés nous allions rencontrer. Bon, on a donc créé cette société. On a mis des parts à 100 € de façon à permettre la participation d'un maximum de personnes. Et on a démarré confiant en se disant que ce projet allait être financé par des citoyens. Bon, alors effectivement, on a été rejoint quand même, nous sommes 176 coopératives, 179, pardon, à l'heure actuelle. Bon, mais effectivement, la part étant à 100 €, ça monte doucement, bien que ça monte sûrement, puisqu'on en est, je crois, à 71 700 €. Bon, pour un projet qui, en fait, le premier nous a coûté de l'ordre de 122 000 €, enfin de cet ordre-là environ, parce que nous ne savions pas que il n'était pas possible d'injecter notre production dans le réseau local. Et donc, nous avons eu un devis d'Enedis qui s'est monté à 42 000 € environ. Nous avions prévu 10 000. Avec l'aide de l'État, il nous est resté 24 000 € pour ce devis. Bon, et évidemment, ça nous a un peu plombé, mais on s'est dit, on ne renonce pas, on a continué, on a emprunté de l'argent de façon à pouvoir installer cette centrale qui fonctionne donc depuis le mois d'août 2018. Et nous ne nous sommes pas arrêtés là puisque nous avons de nouveaux projets en route, toujours des centrales qui seront installées sur des toits municipaux, un sur une école primaire et l'autre qui complète une installation sur les toits du multi-accueil de Séné. Mais cette fois, nous nous sommes cantonnés à 36 kW crête de façon à être assurés que l'électricité produite pourrait être intégrée au réseau. Et donc là, en théorie, pour le projet sur l'école Guillemard, pour lequel nous avons déjà le dossier Enedis, ça devrait nous coûter de l'ordre de 1 500 €, ce qui est pour nous beaucoup plus acceptable. Bon, par contre, on peine un peu à retrouver de nouveaux souscripteurs. Alors peut-être qu'on ne sait pas s'y prendre, peut-être qu'on n'a pas su mobiliser, mais en tout cas, là, pour le financement des nouveaux projets, qui vont nous coûter environ 75 000 €, si je ne me trompe pas,
eh ben, on est reparti sur un emprunt de 70 000 euros pour être sûr de faire face à ces dépenses, sachant que grâce au fait effectivement qu'on vend l'électricité à EDF, avec lequel ou qui, je ne sais pas ce qu'il faut dire pour EDF, c'est une entité, on a un contrat de 20 ans. Le Crédit Agricole auquel nous avons emprunté accepte de nous prêter sur 20 ans sans assurance complémentaire, puisqu'il est assuré grâce au prix de la revente de l'électricité, du fait qu'on va pouvoir rembourser notre emprunt. Voilà. Donc, on espère ne pas s'arrêter là. On espère aussi que des collectivités locales, voire régionales, pourront aussi nous aider, car pour l'instant, en dehors de la mairie de Séné, qui a pris 10 parts dans notre société, nous n'avons eu aucune aide d'aucune instance départementale, régionale. Toutes nos recherches en aide de financement ont abouti à des échecs. Ce n'est pas faute de s'être mais voilà. Alors je suis prête à répondre à des questions et à ce qu'on complète l'information que j'ai donnée, parce que nous sommes plusieurs dans la salle de Sénélios. Un complément, ce que je souhaitais dire en complément de la présidente de Sénélios, c'est que la ville de Séné, bien évidemment, alors pas que le maire, hein, ce sont les élus de Séné, le conseil municipal, d'ailleurs qui a pris une délibération pour prendre des parts, c'est passé, ça a été délibéré en conseil municipal. La ville de Séné a accueilli la proposition ou la demande de location de toiture pour y implanter des centrales photovoltaïques, bien évidemment d'un bon œil parce que on est conscient à Séné que la transition énergétique doit être portée par tous. Si on veut avoir rapidement faire partie, on est parc naturel régional avec un objectif d'un territoire énergie positive dans les 10 ou 15 années à venir. C'est à tous de nous y mettre, les élus locaux, bien évidemment, le monde de l'entreprise et les citoyens. Donc, j'allais dire l'aventure citoyenne portée par Sénélios, on s'y intéresse, on y a répondu pour l'instant. Alors, à une toute petite échelle, puisque ça concerne effectivement pour l'instant 2 toitures, qu'à partir de la fin de l'année, ça sera une 3e toiture d'un autre bâtiment municipal, et qu'on prévoit, on en a déjà discuté avec Sénélios, d'aller plus loin avec la coopérative de citoyens, enfin s'ils le souhaitent bien sûr, s'il y a la capacité financière, parce que c'est aussi une façon à la ville d'assurer, j'allais dire, d'être acteur aussi, alors indirectement ou en accompagnement de Sénélios, de la transition énergétique. Quand on a été élu ou réélu en 2014, la transition énergétique, c'était, j'allais dire, un objectif, c'était un objectif affiché, mais qui était un objectif un peu à moyen terme dans nos têtes. Et on s'est aperçu au cours de ce mandat, donc depuis 2014, que c'était pas demain, c'était bien, on pouvait procrastiner, mais l'urgence climatique et énergétique, l'urgence écologique, c'était aujourd'hui qu'il fallait se relever les manches. Et j'allais dire, l'offre ou la proposition de Sénélios est arrivée de façon très, très opportune. Je rajoute un mot pour dire que quand même, à l'origine, les personnes qui se sont lancées dans cette aventure étaient convaincues que si ce n'était pas les citoyens qui amorçaient des projets, il ne fallait pas attendre qu'ils nous tombent d'en haut. Et que ça, c'était quand même une conviction à l'origine. Il faut que nous nous y mettions tous. Les politiques font ce qu'ils peuvent peut-être, mais en tout cas, ça ne suffit pas. Il faut que chacun de nous s'y mette. Oui, bonjour à toutes et à tous. Christophe Lally, syndicat d'énergie du Morbihan. Donc Morbihan Énergie est directeur de la SEM 56 Énergie. Pour répondre à la question de Madame Le Dresset sur le financement ou non, la non-aide, en tout cas
à l'investissement sur la première centrale photovoltaïque. C'est pas dans les prérogatives du syndicat d'apporter des subventions à des projets qui ne sont pas portés par des collectivités. Dans ce cas-là, on n'intervient pas. Par contre, on l'a plutôt fait au démarrage du projet, en aidant, en accompagnant à l'identification des toitures, en apportant également des supports de documents administratifs, notamment pour les demandes de raccordement, et également dans la recherche d'entreprises de fourniture et de pose de centrales photovoltaïques. Donc c'était plus sous forme d'un accompagnement que d'une aide à l'investissement qui a été apportée dans le cadre de ce projet. Ce qu'on peut voir, c'est qu'aujourd'hui, il y a différentes formes d'implication des citoyens dans les projets de transition énergétique, et notamment dans le cadre du développement de projets de production d'énergie renouvelable. Là, on a une illustration d'une prise en main d'un projet et d'un financement directement par les citoyens au travers d'une société ad hoc. On va trouver dans d'autres cas de figure, je pense notamment sur des parcs éoliens, où les développeurs aujourd'hui, alors de plus en plus, sont en train d'ouvrir leur capital aux collectivités, puisqu'on s'aperçoit que l'acceptabilité est un élément important dans l'aboutissement des projets, notamment de ces projets qui se voient. Et aujourd'hui, ces développeurs sont de plus en plus enclins à ouvrir le capital à la fois aux collectivités, voire à du financement participatif, mais qui ne prendra pas forcément la même forme d'achat de parts sociales ou d'actions dans la société de développement. Ça peut être ce qu'on appelle des obligations, c'est-à-dire que le développeur ouvre une partie, va chercher une partie du financement du projet en complément d'une levée de dette auprès des banques, auprès des citoyens avec un taux bonifié. Donc il y a cette possibilité également de pouvoir participer à des projets de production d'énergie renouvelable, alors qui vont représenter probablement des engagements financiers beaucoup plus importants qu'un projet de 30-40 kW crête ou même 100 kW crête, mais sous forme d'une prise d'obligation, c'est-à-dire qu'il vous achetez, vous financez une partie du projet en obligation sur une durée qui sera beaucoup plus faible finalement que la durée du contrat d'obligation d'achat, puisqu'on est en moyenne sur du 5-7 ans, avec des prêts à taux bonifiés où vous pouvez avoir des rendements qui montent à 5-7%. Donc voilà, il y a différentes possibilités, et selon la localisation du projet, selon la nature du projet, il est possible soit de prendre des parts, soit de pouvoir financer par prêt une partie de ces projets. Bruno Pereira, j'ai une double casquette. J'ai à la fois la casquette Cénéos, mais la casquette Climaction. C'est d'ailleurs à ce titre-là que je suis présent à la table ronde. Je voulais juste compléter ce que Anna a dit, même si c'est-à-dire à peu près donc essentiel. C'est vrai qu'il y a eu vraiment une percolation entre Climaction et puis Cénéos. C'est-à-dire que James, qui est présent ici, puis moi-même, nous étions dans l'atelier donc énergie de Cénéos, de Climaction. Et c'est vrai qu'en travaillant ensemble, comme le propos de Climaction est de faire tout ce que l'on peut pour lutter ou s'adapter au changement climatique en agissant localement, tout ce qu'on peut décliner au niveau local, c'était vraiment ce qui nous concernait. Et donc, le fait de se lancer dans une coopérative de production photovoltaïque nous semblait complètement cohérent avec l'objet de Climaction. Et de fait, nous avons pris part aux 13 fondateurs, 13 en plus, c'était comme ça. Et en fait, c'est vrai qu'on a ici le résultat normal d'une action qui est au niveau d'une association et qui finalement se diffuse un peu partout. Et ce n'est pas le seul cas qui se passe dans Climaction. Mais c'est vrai que là, c'est plutôt donc exemplaire, puisqu'on a vraiment pris l'aspect depuis le début. Et puis, ce qui est bien avec Cénéos, c'est qu'on a vraiment essuyé les plâtres et que maintenant, on a plein d'expériences qu'on peut ensuite renouveler, mais par ailleurs. Oui, juste aussi ce que disait Christophe, il disait que le rendement était de 5 à 7%, tu disais, pour les obligations, si j'ai bien compris. Pour nous, notre rendement est de 0,75%, c'est-à-dire à peu près le niveau d'un livret A. Mais on s'est rendu compte que ceux qui ont souscrit, ce n'était peut-être pas ce qui les intéressait le plus. Et on n'a pas d'objet de faire bien mieux que ça. Ce qu'on se rend compte par rapport à avec une structure comme On s'y met, par exemple, qui est à Lorient, qui, elle, rémunère
ses actionnaires, entre guillemets, beaucoup plus que ça. Je crois que c'est 1,5%. Notre montage financier est beaucoup plus intéressant parce qu'en fait, avec l'inflation et le taux très bas des prêts, on est finalement dans une rentabilité qui est meilleure, ce qui est fou. C'est-à-dire qu'en fait, il est plus intéressant actuellement d'emprunter que de faire appel à des souscripteurs, mais de les rémunérer plus de 0,75%. Bon, c'était juste une petite remarque. Non, mais c'est vrai que c'est un apprentissage, hein, parce qu'on est resté en lien donc avec Oncimé et qu'eux-mêmes se rendent compte que là, il y a un hiatus tout de même. Parce que le financement citoyen, finalement, si on veut rémunérer les actionnaires, entre guillemets, est moins rentable que l'heure actuelle, hein, parce que le premier prêt que nous avons obtenu, c'était un taux de 1,47%. Bon, cette fois, ils sont à 1,70, donc ils ont quand même augmenté leur taux, bien que les taux baissent en général, mais ils nous ont bien laissé entendre que la première fois, c'était un prix d'appel parce qu'ils souhaitaient travailler avec nous et qu'ils ne sont pas capables de nous reproposer ce taux-là. Mais en tout cas, effectivement, ça nous permet de faire face aux dépenses, à la limite, mieux qu'on s'y met, qu'on a rencontré encore au mois de mai ou juin, avec lesquels pas avec le président, hein, d'on s'y met, avec lequel on a passé une matinée. Et c'est quand même, moi je trouve, assez paradoxal. Voilà. Parce que c'est pareil, on n'a eu aucun prêt par les banques éthiques qui veulent rémunérer les gens qui leur confient de l'argent à 4%, et nous, jamais dans nos projets citoyens, nous ne pourrons avoir une rentabilité de cet ordre-là. Voilà, c'est juste une réflexion. Oui. Oui. Ah. Notre ambition première, c'est quand même de faire participer l'ensemble des citoyens et de les faire bénéficier de cet investissement et de les sensibiliser de cette façon-là à la transition énergétique. Donc c'est un vrai débat, mais on arrivera probablement à l'emprunt également. Nous, ça n'a pas, excusez-moi, ça n'a pas été un débat, ça a été la seule possibilité de mener à bien notre projet. Et comme on ne veut pas s'arrêter, on repart sur des emprunts. Alors effectivement, on continue de faire appel à de nouveaux souscripteurs, on sollicite nos souscripteurs pour qu'ils remettent au pot, mais voilà, on ne va pas attendre d'avoir un financement citoyen parce que malheureusement, hein, je veux dire, on aurait bien aimé. Ça l'a pas fait et on continue quand même. Excusez-moi, il y a une question. Oui. Oui, donc les habitants de Séné ont fait preuve de beaucoup de ténacité. Je crois qu'on doit le saluer vraiment pour mener ce projet innovant et inédit. Maintenant, la question qui se pose, c'est celui de sa diffusion, parce qu'il y a beaucoup d'autres communes dans le pays de Vannes. Je suis persuadée qu'il y a aussi d'autres personnes ou d'autres associations qui sont également motivées. Cependant, quand on a suivi un peu la trajectoire que vous avez fait, on est quand même impressionné par le véritable parcours du combattant que ça a été. Et donc, je pense que cet aspect-là refroidit pas mal de gens. Donc, moi, j'aimerais bien qu'on parle un peu de ce qu'il est possible d'apporter comme accompagnement méthodologique pour les gens qui auraient envie de développer ce genre de projet dans d'autres communes.
Alors, sur le territoire de Golfe du Morbihan, Vannes Agglomération, vient d'être réalisé ce qu'on appelle un cadastre solaire. C'est un document donc, qui a été élaboré par la communauté d'agglomération et qui vise à recenser le potentiel solaire sur l'ensemble des toitures, voire de certains espaces artificialisés pour éventuellement demain pouvoir développer un projet de centrale photovoltaïque. Deuxième aspect, sur le site internet d'Enedis, il est également possible, si vous êtes en capacité à localiser le projet de centrale photovoltaïque, de voir si le réseau est en capacité, selon la puissance que vous allez définir, puissance d'installation, enfin d'injection, si le réseau est en capacité à pouvoir l'accepter sans contrainte, s'il y a une contrainte ou si ou si ça nécessite des coûts de renforcement relativement importants. Donc vous avez déjà sur ces deux outils accessibles par Internet un premier filtre à pouvoir apposer pour déterminer finalement le projet, son raccordement, et après vous allez avoir des procédures administratives classiques, demande d'urbanisme. Soit c'est une déclaration de travaux, soit on va être sur une demande de permis de construire selon la nature du projet. Et puis, une fois que vous avez l'autorisation d'urbanisme ou la non-opposition, vous allez pouvoir faire réellement la demande de raccordement. Et ça, on a des documents aujourd'hui, enfin type Enedis, la demande de raccordement, c'est une demande type. Par contre, pour pouvoir la renseigner, il faut que vous ayez identifié le fournisseur et l'installateur de la centrale, parce que la demande requiert d'avoir les caractéristiques techniques de la centrale. Mais je pense qu'il y a eu un premier travail qui est mené et c'est intéressant de pouvoir s'appuyer justement sur ce travail, cette compétence, pour pouvoir développer d'autres projets. Monsieur, il y a des établissements publics qui le font déjà. Van Golf Habitat sur ses logements sociaux. Là, moi, j'habite dans des immeubles du Pargo. Il y a des écrans photovoltaïques sur les toits. Ils en font pas la publicité, je sais pas pourquoi, mais ça se fait. Et donc là, c'est au niveau d'établissements publics. Et ce qui serait bien, c'est qu'on pousse tous les immeubles privés à faire de même par l'intermédiaire de leur syndic de gestion. Et je crois que dans les lois, c'était envisagé, quand j'étais copropriétaire, c'était envisagé que ça devienne obligatoire. Oui. Moi, je voulais dire aussi que à l'origine, nous ne pensions pas. Alors, il s'avère que voilà, on a appelé notre SAS Sénélios, mais nous n'envisagions pas de nous cantonner à Séné, puisque émanant de Climaction Bretagne Sud, on pensait couvrir un champ beaucoup plus large. Malheureusement, c'est le manque de moyens humains qui ne nous permet pas de nous étendre davantage, parce que ça nous a demandé un très gros travail. Alors, on a été sollicité par des personnes de Sarzeau, par des personnes de Tex, par des personnes de Plescope, et là, par Aradon, pour impulser quelque chose donc dans d'autres communes, mais la réponse que nous faisons à l'heure actuelle, c'est constituer, je vais y arriver, un groupe de citoyens prêts à s'investir et qui ait déjà travaillé un projet. Nous, effectivement, en tant que SAS, on peut servir à se raccrocher dessus, je ne sais pas comment dire ça, parce qu'effectivement, bon, ce ne serait pas logique de recréer des sociétés, parce que ça coûte de l'argent, c'est un gros travail, c'est inutile. On a, je pense, beaucoup travaillé sur les statuts, ils peuvent être utilisés par diverses structures, mais nous ne sommes pas en capacité d'aller dans ces diverses communes pour rechercher
des souscripteurs et pour faire un travail local, hein. Il faut absolument que ça s'organise par commune. Alors, ce que je disais tout à l'heure, il y a donc la communauté d'agglomération à finaliser, à livrer entre guillemets ce cadastre solaire. Je crois que, et Samuel qui vient d'arriver de GMVA, le directeur de l'environnement pourra peut-être préciser ou compléter, mais il me semble qu'il y a un recrutement d'un chargé de mission ou chargé d'études pour accompagner le développement des projets, notamment auprès des particuliers. Donc, regroupement de particuliers, je pense que un accompagnement, une ingénierie peut être possible. Oui, il a l'air de confirmer, donc c'est bon. Oui, bonjour à tous. Effectivement, dans le cadre du cadastre solaire, on cherche à ce que l'outil solaire se développe sur le territoire. Alors, le chargé de mission qui va arriver d'ici la fin du mois, lui, a vocation à aller travailler auprès des entreprises essentiellement. Pour autant, on a des conseillers énergie pour les demandes des particuliers. Et aujourd'hui, la réflexion, c'est effectivement comment on peut travailler, qu'est-ce que l'agglomération peut apporter au mieux pour pouvoir essaimer le principe de projet collectif tel que Senelios l'a déjà initié sur le territoire. Et effectivement, c'est l'enjeu de quoi on a besoin pour être le plus efficace possible pour pouvoir essaimer ces projets-là. Raphaël. Raphaël Souchier, Climaction Bretagne Sud. Je voulais d'abord saluer le travail qui a été fait par toute l'équipe de Senelios parce que ça me fait penser à ce que les gens du côté de Redon ont fait pour les éoliennes il y a des années. Et eux, ils ont mis des années avec un projet qui était considérable et ils ont accumulé de l'expérience comme tu es et que toute l'équipe est en train de le faire. Et progressivement, s'est constitué autour de ça un réseau qui est devenu un réseau national où ils ont vraiment réussi à mettre en commun un peu plus que ce qui avait été fait au début. Et ça devient vraiment une réalité qui maintenant est actée, intégrée par l'État, etc. Je pense que c'est important de souligner le fait qu'on peut difficilement avancer vers toute cette diversification des sources d'énergie sans que la population adhère à ça. Et la démarche que vous avez lancée, c'est juste une manière de dire, nous, on est capable aussi de participer. Bon, et une partie de la réponse à la question que je posais, c'est ce qui vient des titres là, c'est que les collectivités, à travers Morbihan Énergie, à travers GMVA, etc., peuvent intégrer ça et accompagner ça. Mais je voulais juste souligner que si on ne sensibilise pas la population, et je crois que c'est une des meilleures manières de sensibiliser, ça va être beaucoup plus lent, beaucoup plus difficile. Hein, et la puissance des citoyens, une fois mobilisés, est vraiment essentielle dans toute stratégie. Et dans la stratégie énergétique, c'est le cas. C'est vrai aussi pour les voitures électriques, c'est vrai pour tout le reste. Et là, donc, c'est effectivement, si on peut avoir un accompagnement qui est spécifique à travers les outils que développent et les collectivités et Enedis, etc., ça va faciliter le travail. Mais je crois que c'est vraiment un axe extrêmement important. Donc, bravo d'avoir pris le risque et de rester sur cette ligne-là. Et comme tu dis, de toute façon, c'est pas à vous de faire le boulot. Il faut que les autres aussi s'y mettent. Mais ça sera plus facile pour eux parce que vous avez déjà bien déblayé le terrain. Oui, juste pour apporter un complément de réponse par rapport à la question de Madame tout à l'heure sur l'accompagnement. Effectivement, il y a tout l'accompagnement local, mais il y a également un accompagnement régional et national aux projets citoyens, aux projets de citoyens d'investissement dans les énergies renouvelables. Donc l'accompagnement régional, il est d'ailleurs soutenu par les collectivités bretonnes, enfin notamment par le Conseil régional de Bretagne. C'est le réseau Taranis qui organise des formations plusieurs fois par an, 4-5 formations par an, des échanges. D'ailleurs, on s'y retrouve régulièrement. Et puis le réseau national s'appelle Énergie Partagée et qui fait également des formations, des webinaires, un accompagnement, un partage de documents. Voilà, donc il y a effectivement, en complément de ce qui a été dit, ce genre d'accompagnement spécifiquement dédié aux citoyens.
J'arrive. Oui, ce qui vient d'être dit, c'était exactement, Fabienne elle m'a volé la primeur. Donc effectivement, j'avais envie de le dire parce que c'est important par rapport à la question qui a été posée tout à l'heure sur les possibilités d'aide et de soutien. Le réseau Taranis et qui maintenant est fusionné et donc le représentant régional du réseau Énergie Partagée. Le réseau Énergie Partagée, bon, à l'origine, il y a une quantité d'acteurs, donc par exemple le comité de liaison des énergies renouvelables qui est un des moteurs des énergies renouvelables depuis 25 ans peut-être maintenant. Donc il ne faut pas hésiter, juste un complément, c'est qu'il y aura une réunion annuelle, tous les ans il y a une réunion et elle aura lieu à Pontivy, donc en Morbihan, le 12 novembre, mais regardez sur le site parce que ce n'est pas encore totalement diffusé, mais vérifiez sur le site, voilà, de Taranis Bretagne. Excusez-moi, je ne vous avais pas vu. Oui, bonjour, Antoine Relière. Donc, vous avez essaimé un peu Sénélios parce que nous, on vient de créer une association sur Ambon qui s'appelle Énergie citoyenne en Sud-Bretagne. Notre objectif, c'est de faire des toits solaires photovoltaïques, alors avec l'utopie de le faire en autoconsommation, donc collective. Donc on y réfléchit, on regarde tout ce qui se passe un peu partout. On suit aussi l'actualité parce que normalement, on devrait passer à un périmètre d'1 kilomètre normalement autour des installations. Bon, c'est bientôt et on espère que ça va être délibéré. Moi, j'avais une question un petit peu autre, c'était par rapport au PCAET. En fait, on a tous nos territoires qui sont dans des démarches de PCAET. Et en fait, nous, par nos petites actions, nos petits développements de photovoltaïque, on est aussi des contributeurs de l'atteinte à l'objectif du PCAET. Donc, en fait, derrière tout ça, ma question, c'est comment les collectivités peuvent aussi peut-être mettre, parce que je vois qu'au niveau aide, c'était un peu compliqué, comment les collectivités peuvent aussi, je vois le PNR qui a cet objectif d'être 100% renouvelable, comment il peut inciter les citoyens en fait à atteindre ces objectifs-là? Alors, indépendamment de votre intervention, je souhaitais intervenir sur l'aspect aide. Avant-hier soir, il y avait un comité syndical du parc naturel régional qui a décidé, alors le parc naturel régional qui quelque part a été gestionnaire des TEPCV de transition énergétique pour la croissance verte, a eu l'opportunité de se constituer une petite cagnotte, on va dire ça comme ça, assez conséquente. Hein. J'ai plus en tête d'environ 100 000 euros. Et la décision du comité syndical, ça a été de geler cette somme pour en faire quelque part un fonds d'amorçage pour les projets collectifs photovoltaïques sur le territoire du parc naturel régional. Donc Ambon fait partie, est une commune adhérente et donc dans le périmètre du parc, donc pourrait en bénéficier s'il y a un projet qui naît dans les semaines ou dans les mois à venir, parce que je crois que c'est un fonds d'amorçage pour tout projet avant fin 2021, me semble-t-il. L'idée, c'est un fonds d'amorçage qui peut aller de 1 000 à 5 000 euros par projet photovoltaïque collectif, hein, bien sûr. C'est suivant la puissance, hein, bien évidemment. Et au maximum par porteur de projet, deux projets maximum financés, de façon à ce que ça irrigue l'ensemble du territoire. Voilà, donc c'est une petite action, on va appeler ça une subvention, même si le rôle du PNR n'est pas de distribuer des subventions, on n'a pas l'argent pour le faire, mais là on avait une petite cagnotte issue des TEPCV, hein, donc on l'a gelé pour une opération d'amorçage. Je crois, enfin, ça a été dit par Raphaël, dans toutes ces actions de transition énergétique, il y a bien évidemment des questions techniques. Et là, je pense qu'on peut s'appuyer, enfin, au moins les collectivités. On a la chance d'avoir Morbihan Énergie. Le directeur est intervenu tout à l'heure. Le directeur de la SEM est ici. Effectivement, c'est un vrai partenaire sur lequel on peut s'appuyer.
Mais à côté de ces aspects techniques, il y a bien évidemment, j'allais dire, toute la pédagogie à faire sur le sujet de la transition énergétique. Et là, c'est tous ensemble. Hein. Alors, effectivement, à Séné, les élus, nous pensons que c'est notre rôle d'être animateurs sur notre territoire communal, mais pas tout seul, hein, bien évidemment, avec tous les citoyens qui sont prêts à prendre part au chantier, et bien évidemment en lien aussi avec les collectivités avec lesquelles on travaille. Elles ont été citées. Bon, il y a le syndicat du parc naturel régional, bien évidemment, mais il y a l'intercommunalité, hein, qui fixe les orientations, qui a fixé les orientations au travers du PCAET, hein, donc, qui est un document très, très important, ambitieux au niveau de Golfe du Morbihan, Vannes Agglomération. Et puis, tout ça s'inscrit aussi dans une politique régionale avec la COP Braise, la Brescop, pardon, qui fixe des orientations très fortes pour le territoire breton. Donc, c'est tous ensemble qu'on doit trouver les moyens de parler de la transition énergétique et d'intéresser nos concitoyens à c'est même pas cet enjeu majeur pour les années, enfin les mois, les années et les décennies à venir sûrement. Peut-être juste une remarque sur l'autoconsommation collective. Ça a été évoqué par Didier tout à l'heure sur un projet qu'on a pu mener, sur lequel on a 1 an de retour d'expérience, mais par rapport à la remarque de dire que c'est un projet fou, non, c'est pas un projet fou. C'est défini réglementairement, donc c'est autorisé. On est sur du gré à gré. La seule difficulté aujourd'hui, c'est le modèle économique qui fait que on a un coût global de l'électricité finalement qui se retrouve à être supérieur au prix de l'électricité réseau alimenté en tête de réseau, parce que on est limité en termes de puissance installée sur les projets, parce qu'on doit rester, la réglementation nous impose de rester sur ce qu'on appelle du réseau basse tension, donc on est sur des petites centrales, donc des coûts d'installation qui sont supérieurs à ce qu'on peut trouver sur des projets de plus de 250 kg watts crête. Donc un coût d'investissement plus élevé, donc un coût d'amortissement qui se retrouve dans le prix de l'électron. Même si l'électron ne fait que 300 mètres ou 500 mètres entre le lieu de production et le lieu de consommation, on est quasiment affecté du même taux, du même droit de péage, qui fait qu'on augmente d'1 tiers le coût de l'électron. Donc il y a des discussions qui aujourd'hui sont engagées depuis un certain temps. On y contribue parce qu'on a justement cette centrale, une des premières centrales en France à fonctionner, et donc avec ce retour d'expérience, on milite nous pour l'exonérer pendant 15 ans, qui permettrait d'arriver à un prix équilibré d'électrons. Par contre, on voit il y a quand même des gens qui sont prêts à aller dans ce type de projet, même s'il n'y a pas d'accompagnement financier, il n'y a pas d'aide, et le coût finalement se situe à 15-20% au-dessus du prix de l'électricité réseau, parce qu'on raisonne sur 25 ans, et on ne sait pas quel sera le prix de l'électricité réseau dans 10, 15, 20 ans. Donc c'est pas impossible. Après, certes, on aura des volontaires, moins nombreux probablement que sur d'autres projets de production et d'injection réseau, mais c'est tout à fait possible. Et aujourd'hui, voilà, le cadre est bâti. Il y a même, on parlait de logements locatifs sociaux. La loi vient d'évoluer, et une des contraintes qui était imposée, ce qu'on appelle une personne morale organisatrice, une association qui regroupe le producteur et les usagers, n'est plus obligatoire dans le cadre des logements locatifs sociaux. Donc il y a des avancées, il faut continuer, il y a des gros lobbying au niveau national, et là c'est un champ qui est complètement à ouvrir, à exploiter, parce que on serait sur ce qu'on appelle une AMAP locale de l'énergie, c'est-à-dire qu'on a des producteurs locaux avec des consommateurs locaux. Et ça nous permet, nous, j'allais dire, presqu'île, avec une hyper-dépendance de notre région à l'électricité, de pouvoir
réinternaliser une partie plus ou moins importante de l'électricité. Et quand on le groupe avec différentes solutions de stockage ou d'usage différenciés, finalement, on peut répondre à un des objectifs qui est fixé dans la charte du parc naturel régional de viser à l'autonomie énergétique. Ouais. Dans la suite de ce qu'on vient de discuter, à propos de l'expérience de Sénélios, il y a un autre domaine qui peut être ouvert et qu'on a commencé à ouvrir avec une association qu'on a constituée qui s'appelle les Amis de Sénélios. Et là aussi, on a une autre préoccupation, c'est, on a parlé là de projets collectifs citoyens, mais il y a aussi les toits de nos maisons particulières. On a abordé cette question-là quand on parle du cadran solaire, mais donc les toits de nos maisons particulières sont aussi des supports importants, et si on voit toutes ces milliers de maisons, ça représente une surface énorme. Donc on a commencé à se poser la question, on pourrait, sur nos toits, on pourrait mettre des installations petites, mais ces milliers d'installations représenteront une énergie importante. Donc, il y a un chantier qui peut être ouvert par la loi ou les décrets sur l'autoconsommation individuelle. Donc, la question, c'est est-ce que sur nos toits, on peut produire l'électricité ou une partie de l'électricité dont on a besoin pour faire fonctionner nos appareils dans nos maisons. Voilà. Donc, on a ce chantier qui est ouvert. On a constitué, suite à donc Sénélios, on a constitué les Amis Sénélios. On a comme projet, prochainement, au mois de novembre, de faire une réunion sur Séné. Bon, on commence par Séné, puisqu'on est de Séné. Et là, on envisage une réunion importante pour se poser la question comment on peut faire ces installations, et d'autre part, on aura besoin d'installateurs, on aura besoin d'un certain nombre de conditions. Ces installateurs, est-ce qu'on ne pourrait pas mutualiser, savoir un peu les références que des installateurs peuvent fournir? Est-ce qu'il n'y aura pas des moyens de négocier aussi des prix? Enfin, il y a tout ce domaine-là qui est à ouvrir. Voilà, c'est ça que je voulais discuter. Alors, pour répondre, puis je laisserai la parole aux autres également, mais si, complètement. Enfin, l'autoconsommation individuelle est possible depuis pas loin d'une dizaine d'années. On était avant sur de la production de l'injection. Je crois que c'est l'arrêté tarifaire de 2012 qui a ouvert la possibilité de faire de l'autoconsommation, voire même de l'injection de surplus. C'est-à-dire que vous avez une centrale photovoltaïque, si vous avez des appareils électriques en fonctionnement, la production est directement consommée pour répondre aux besoins électriques de ces appareils. Et quand ces appareils ne fonctionnent pas, à la rigueur, même l'électricité peut être revendue en surplus sur le réseau. Pareil, pour pouvoir le faire, il faut que la toiture soit bien orientée. Donc là, le cadastre solaire aujourd'hui apporte une réponse intéressante sur le potentiel de la toiture. Et après, on repasse dans les démarches administratives, puisqu'il faut demander à la mairie si on peut installer, s'il n'y a pas de contrainte au titre de l'urbanisme pour installer une centrale photovoltaïque. Donc c'est une déclaration de travaux. Une fois qu'on a la déclaration de travaux, on a une demande de raccordement et d'information auprès d'Enedis à formuler. Donc c'est une étape qui est à mener. Et après, alors soit on fait de l'autoconstruction, mais soit vous allez chercher effectivement un fournisseur qui va réaliser l'installation. Et c'est là où je vous rejoins, en regroupant à l'échelle d'un quartier plusieurs centrales à réaliser, vous aurez certainement une économie globale à obtenir, parce que un installateur, s'il sait qu'il a 10, 15 ou 20 installations à réaliser, fera certainement de meilleurs prix que s'il vient pour une installation une semaine et il revient 3 mois plus tard pour en réinstaller une autre, et ainsi de suite. Et c'est ce qu'on appelle les groupements d'achat, c'est-à-dire qu'en se regroupant,
vous sollicitez plusieurs installateurs et vous les challengez pour optimiser les coûts d'installation. Moi, je voudrais intervenir parce que l'autoproduction par les citoyens, c'est souvent des petits projets d'une centaine de personnes. Moi, l'échelon qui me paraît actuellement qui devrait jouer son rôle, c'est au niveau des municipalités, des collectivités. On a des échéances municipales dans quelques mois. Toutes les municipalités de France et du Morbihan devraient définir concrètement leur transition énergétique dans leur projet politique communal. Non, c'était juste une réponse par rapport à l'autoconsommation collective. Je crois qu'au niveau des installations en France, on est à plus de 90% des installations des particuliers qui sont en autoconsommation maintenant. Vous parlez à n'importe quel installateur, maintenant c'est la norme en fait, l'autoconsommation est la norme chez le particulier, ce qui n'était pas le cas avant 2015 je crois. Maintenant c'est quasiment la norme, toutes les installations se font quasiment comme ça, donc c'était des lectures de systèmes solaires qui m'éclairent un peu tout ça. Merci. Je voulais également rebondir sur ce que disait monsieur, c'est qu'on peut combiner autoconsommation collective et autoconsommation particulier. C'est-à-dire on peut produire à plusieurs endroits, sur plusieurs toits, en autoconsommant et en vendant le surplus au réseau, bien sûr, mais on peut le faire aussi en autoconsommation collective, en le vendant à d'autres particuliers dans la méthode que l'on dit. C'est-à-dire on peut avoir vraiment le système complet d'autoconsommation particulier et collective en utilisant tous les toits d'un lotissement ou d'un ensemble de maisons. Voilà. Ça, c'était la première chose. Sur les effets d'échelle ou les effets de quantité, c'est plus, c'est pas trop sur les travaux qu'on va y gagner, mais par contre sur la négociation du coût des panneaux. Parce que là, il y a un vrai effet d'échelle en achetant en gros les panneaux. C'est ce que je voulais vous dire. On gagne sur les deux tableaux, puisqu'une équipe d'installation, si elle sait qu'elle a 15 chantiers à réaliser et qu'on prend en gros 2 jours d'installation, l'échafaudage qui est installé sur le camion, on ne le renvoie pas au dépôt pour le reprendre. Et en fait, l'un dans l'autre, l'optimisation globalement des chantiers fait qu'on gagnera sur la totalité. Et de toute façon, la facture que vous allez payer, c'est une facture globale et pas séparée des équipements et de la manœuvre. Alors ça dépend. On peut en effet négocier quand même les achats d'un côté et les travaux de l'autre. Ça ne se fait pas habituellement pour les particuliers, mais ça se fait parfaitement dans le cadre de projets de plus grande importance. Sur les achats groupés, il faudrait peut-être regarder s'il y a un intérêt ou une possibilité de faire des achats groupés avec Morbihan Énergie, c'est-à-dire globalement sur le territoire. Il y a peut-être des solutions de négociation. Et là encore, je parle sur les panneaux eux-mêmes, pas tellement sur l'installation, parce que l'installation, c'est peut-être plus compliqué. Mais en tout cas, sur les panneaux, c'est certain. Si vous achetez des panneaux en gros à un fabricant de panneaux, vous allez y gagner énormément par rapport à une situation où c'est votre installateur qui travaille essentiellement pour les particuliers, donc il y a des petites quantités qui les achète lui-même. Alors la question, on ne se l'est pas posée. Nous, on part sur des chantiers fourniture et pose pour une simple et bonne raison. C'est que toutes nos installations bénéficient d'une garantie décennale. Et je ne suis pas sûr qu'en séparant la fourniture et la pose, on arrive à obtenir cette garantie décennale. Or, on a quand même... Alors nous, on n'a pas eu le cas, je regarde les élus parce que on n'a pas le cas, mais il n'empêche que sur certaines réalisations, on a des problèmes d'infiltration d'eau, des problèmes d'étanchéité. Quand il faut revenir, enlever l'équipement, réétanchéifier pour reposer, c'est compliqué, au final on y perd. Nous, le principe d'une garantie décennale, c'est quand même une sécurité. Je me permets de jouer mon rôle de maître du temps
Il est 15h56. Je voudrais remercier nos intervenants et intervenantes là, de cet atelier. Merci beaucoup. Pardon, Luc, allez-y. Juste répondre à la dame là, qui posait la question sur la présence de la thématique ou des thématiques tournant autour de la transition énergétique dans la future ou dans les futures campagnes des élections municipales, donc qui s'ouvrent. Voilà, la campagne est presque déjà lancée dans un certain nombre de territoires. J'allais dire, ça dépend de vous, ça dépend de nous, ça dépend de l'opinion publique. Plus les citoyens, plus l'opinion publique sera mobilisée autour de ces questions, plus les citoyens qui se présentent pour postuler, pour représenter leurs concitoyens, plus ils seront attentifs, bien évidemment, à ces questions, et plus ils prendront en compte dans les programmes et dans les programmes d'action ou les plateformes électorales. Voilà, donc tout se tient. Donc c'est vraiment la mobilisation citoyenne était la base. Hein. Juste pour une toute petite conclusion, la Bretagne importe 89% de son électricité. Elle produit 3% en énergie renouvelable en photovoltaïque, parce que tout le reste, c'est surtout de la biomasse, et que donc il y a une urgence absolue, non seulement pour la Bretagne, mais pour la France, qui est aussi même des mauvais élèves par rapport à des pays comme le Danemark ou l'Allemagne ou bien l'Autriche, surtout Autriche et puis Danemark. Ils nous montrent qu'il y a des possibilités bien plus importantes que ce qu'on peut produire en France. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment le point le plus essentiel. Il y a urgence à ce que des tas de projets, qu'on fasse un mix énergétique, peu importe, mais en tout cas qu'on se remue pour qu'on arrive à produire de l'énergie renouvelable.